Bienvenue sur Que devient l'Afrique, un espace d'analyse où la réflexion précède toute conclusion. Dans cette vidéo, nous revenons sur l'intervention de Franklin Nyamsi consacrée à la compréhension du cas syrien comme outil de lecture institutionnelle pour penser les trajectoires africaines. À travers une approche comparative et pédagogique, il propose d'examiner les mécanismes de gouvernance, de légitimité et de cohérence institutionnelle à partir d'un exemple international souvent cité dans les débats contemporains. Cette analyse vise avant tout à éclairer les enjeux structurels liés au fonctionnement des États, à la relation entre institutions et citoyens, ainsi qu'à la place des partenariats internationaux dans les stratégies de développement. Sans jugement ni position normative, l'objectif est d'offrir des clés de lecture nuancées, utiles pour mieux comprendre les défis institutionnels actuels du continent africain, dans une perspective constructive et tournée vers l'avenir. La Syrie est un immense écran de télévision pour enseigner aux Africains les erreurs qu'on ne doit pas commettre. J'ai relevé 5 leçons de l'expérience syrienne. Première leçon, toujours veiller à ce que le pouvoir soit légitime, c'est-à-dire que le pouvoir soit soutenu par le peuple. Ne jamais s'amuser à installer sur la très longue durée un pouvoir qui n'a pas le soutien du peuple. Leçon 1. Ce qui se passe en Syrie nous le dit. C'est un avertissement à tous ceux qui, en Afrique, conçoivent que le pouvoir est une affaire qui appartient à leur famille. Deuxième avertissement. Mais les alliés ne peuvent pas vous soutenir lorsque votre propre armée, lorsque vos propres forces vives vous lâchent. Donc, il faut continuer à consolider l'État africain. Mais la consolidation de l'État, elle se fait par la justice sociale, la justice économique. Plus vous êtes juste envers les gens, plus vous assurez des opportunités d'épanouissement à votre peuple, plus vous renforcez son adhésion à votre pouvoir. Plus vous êtes systématiquement enclin à utiliser la violence, la brutalité, la prison pour les moindres contestations, plus vous perdez la confiance de pans entiers de votre peuple. Et quand votre régime entre en difficulté, il est facile à cueillir. Troisième élément important de la leçon que nous tirons de cette affaire. Le double jeu dans les alliances. La volonté de manger à tous les râteliers. Attention. Quand on est dans une lutte anticolonialiste, anti-impérialiste, on ne s'allie pas avec les puissances colonialistes et impérialistes. On les évite. On ne les associe pas à ces secrets. Parce que ces puissances, par définition, sont traîtresses. Ces puissances, par définition, sont traîtresses. N'est-ce pas? Quatrième leçon, extrêmement importante. On a bien compris la nature de l'agression que subit l'Afrique. On a bien compris la nature de cette agression. Et on sait que l'Afrique n'est pas l'objet d'une guerre religieuse. Les prétendus djihadistes sont en fait des organisations terroristes armées par l'OTAN et les puissances du Moyen-Orient contre l'Afrique. La Syrie nous donne l'occasion de voir ça comme ça en plein jour. Et on a eu l'occasion de voir les médias occidentaux, sans honte, soutenir les organisations terroristes. Tout comme on les a vus, quand ils ont cru que Prigojine allait renverser Poutine, devenir des soutiens de Prigojine. En un week-end, toute la presse occidentale était devenue prigoginienne. Prigojine était présenté comme un héros, comme un bon Dieu, dans l'espoir qu'il renverse Poutine. Vous avez vu la presse occidentale pendant toute cette campagne fulgurante contre Bachar el-Assad. Elle a soutenu massivement les terroristes. Elle leur a accordé des interviews à la une. Tous les grands médias de l'OTAN se sont offerts aux terroristes pour que les terroristes plastronnent. Ils les ont habillés de noms nobles, rebelles, indépendantistes, séparatistes. Et c'est ce que nous voyons. C'est la stratégie que nous les voyons mettre en œuvre en Afrique contre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et enfin, cinquième leçon. La souveraineté spirituelle est un élément important de l'émancipation africaine. Je ne dis pas qu'on ne doit pas, on ne peut pas être africain et chrétien. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être africain et musulman. Non, on peut être africain et juif. Mais on doit d'abord être africain. D'ailleurs, l'Afrique, c'est le premier lieu d'habitation de l'humanité. Historiquement, on sait que l'être humain
a été créé par le Tout-Puissant sur notre continent. Nous sommes le jardin originel de l'humanité. Nous, Africains. Nous sommes le berceau de l'humanité. Donc, il n'y a pas de terre plus sacrée que l'Afrique. L'Afrique est la plus sacrée de toutes les terres, pour toute l'humanité. Parce que c'est en Afrique que l'humanité a vu le jour. Elle est le berceau de l'humanité. Et les Africains doivent prendre conscience d'être les héritiers de la plus sacrée des terres du monde. La première terre humaine. Imbaayem. En Bassa Bantou, ça veut dire chez moi. Donc, la Syrie, je le dis bien, c'est un tableau clair. Pour les Africains, les derniers qui dorment, n'ont qu'à lire les événements de Syrie. Et ils savent à qui on a affaire. L'analyse proposée par Franklin Nyamsi s'inscrit dans une tradition intellectuelle qui considère les expériences internationales comme des miroirs utiles à la compréhension des dynamiques internes des sociétés contemporaines. En choisissant la Syrie comme objet d'observation institutionnelle, il ne s'agit nullement d'établir des comparaisons hâtives ni de transposer mécaniquement une trajectoire à une autre, mais bien de dégager des enseignements généraux sur la manière dont les États se structurent, se légitiment et dialoguent avec leurs citoyens dans des contextes complexes et évolutifs. La Syrie apparaît ainsi, dans ce raisonnement, comme un espace d'étude permettant d'examiner la continuité institutionnelle sur le temps long. L'histoire de cet État, marquée par une forte centralité administrative et une permanence du cadre étatique, offre un terrain de réflexion sur la capacité des institutions à incarner un référent commun, au-delà des conjonctures. Franklin Nyamsi met en lumière l'idée selon laquelle la solidité d'un État ne repose pas uniquement sur la succession des dirigeants, mais sur la profondeur des structures, la lisibilité des règles et la reconnaissance symbolique de l'autorité publique par la population. Cette réflexion conduit naturellement à la question de la légitimité. Dans l'approche développée, la légitimité institutionnelle ne se réduit pas à une formalité juridique ou électorale, elle s'inscrit dans une relation de confiance durable entre les gouvernants et les gouvernés. Elle se construit à travers la perception d'une équité dans la répartition des ressources, d'une cohérence dans les orientations publiques et d'une capacité de l'État à garantir des perspectives économiques et sociales crédibles. À ce titre, Franklin Nyamsi invite à considérer la légitimité comme un capital immatériel, patiemment accumulé, mais également fragile s'il n'est pas entretenu par des politiques inclusives. Dans cette optique, l'Afrique occupe une place centrale dans l'analyse. Le continent, riche de ses histoires politiques diverses et de ses trajectoires institutionnelles multiples, se trouve aujourd'hui à un moment charnière. Les défis liés à la croissance démographique, à l'urbanisation accélérée et à l'intégration économique régionale appellent des réponses institutionnelles robustes. En observant des expériences étrangères, l'objectif n'est pas l'imitation, mais l'enrichissement de la réflexion stratégique africaine, afin de consolider des modèles de gouvernance adaptés aux réalités locales. Franklin Nyamsi souligne également l'importance de la continuité de l'État comme facteur de stabilité. Cette continuité ne signifie pas immobilisme, mais capacité à réformer sans rompre le fil institutionnel. Elle suppose une administration compétente, une mémoire étatique préservée et une vision à long terme qui dépasse les cycles politiques. Dans plusieurs régions du monde, les États qui ont su maintenir cette continuité ont été en mesure de mieux absorber les chocs externes et d'assurer une trajectoire de développement plus lisible. Un autre axe majeur de l'analyse concerne les partenariats internationaux. Dans un environnement mondial marqué par l'interdépendance, les États africains sont appelés à définir des stratégies diplomatiques cohérentes, alignées sur leurs priorités internes. Franklin Nyamsi insiste sur la nécessité de partenariats équilibrés, fondés sur la clarté des intérêts et le respect mutuel. Il rappelle que la diplomatie efficace repose sur la capacité d'un État à parler d'une voix claire, soutenue par des institutions solides et une vision partagée du développement national. Cette réflexion s'accompagne d'un regard critique sur la circulation des récits médiatiques à l'échelle mondiale. L'analyse invite à dépasser les lectures simplificatrices pour privilégier une compréhension contextualisée des situations politiques. Dans un monde où l'information circule rapidement, la responsabilité intellectuelle consiste à réintroduire de la complexité, à interroger les sources et à restituer les faits dans leur profondeur historique et culturelle. L'approche de Franklin Nyamsi s'inscrit également dans une perspective historique plus large, rappelant que l'Afrique a toujours été un acteur central des dynamiques mondiales. Des empires anciens aux États modernes, le continent a produit des formes d'organisation politique sophistiquées, souvent méconnues ou sous-estimées. Cette mémoire historique constitue un levier puissant pour repenser les institutions contemporaines, non comme des structures importées, mais comme des constructions évolutives enracinées dans des traditions locales. En filigrane, l'analyse met en avant le rôle de l'éducation civique et de la conscience collective dans la consolidation institutionnelle.
Un État fort n'est pas uniquement le produit de textes juridiques,